Donc, ils nous ont proposé 80 000 € pour faire une campagne un peu à l'année. Nous, on saute au plafond. 80 000 €, c'est un truc de ouf, ça a changé nos vies et tout. En fait, si on trouve personne, la boîte, elle n'existe plus. En vrai, si jamais tu veux gagner énormément d'argent, va pas dans les médias. Directrice de campagne de Macron qui m'appelle et qui me dit oui et tout, on aimerait faire une interview sur Bouscapé. Et je me dis, c'est une blague ou c'est sérieux? En fait, tu peux pas te dire aujourd'hui que t'as un média aussi puissant que le nôtre et te dire qu'on n'a pas une responsabilité. Je pense qu'on va rentrer dans une ère justement où ceux qui savent vraiment faire vont se démarquer de ceux qui utilisent l'IA. Salut Ahmad, comment ça va? Ça va et toi, Anthony? Ouais, très bien. On est très heureux de te rencontrer. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un des cofondateurs du média Bouscapé. C'est ça. Tu as également cofondé la cérémonie des Flammes. Tu es aussi consultant pour Netflix sur la série Nouvelle École. C'est ça. Et donc aujourd'hui, on va beaucoup parler de tout ce business-là, comment vous avez fait Bouscapé, comment ça a évolué au cours des 20 dernières années. Et tu vas tout nous raconter. On voulait en fait faire un épisode sur les médias, sur le business des médias. Ok. Et du coup, on s'est dit Bouscapé. Parce qu'on veut savoir un peu... Beaucoup de gens rêvent de lancer un média, Ouais. mais ils ne savent pas les galères derrière. Et ils ne savent pas aussi les avantages quand tu as un business média. C'est un business très particulier, ça ne ressemble pas du tout à des business classiques. C'est très très spécial parce que tu as une visibilité énorme, etc. Et c'est des business models difficiles parce que tu ne gagnes pas aussi facilement que d'autres business. Donc ça, c'est très intéressant. Donc voilà, Anthony a proposé Bouscapé. On adore le média. Et on a en arrière-plan, mais il ne s'affiche pas, un des investisseurs principaux du média qui pourra intervenir de temps en temps. Donc voilà, très content de... On peut dire son nom, c'est Paul Lé, dont on a déjà parlé. Polichon. Il va nous dire de couper au montage. Ce qui est incroyable, c'est que vous êtes un pur player, c'est-à-dire que vous êtes uniquement sur Internet. Et vous avez commencé en 2005, à une époque où les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Même YouTube, YouTube, c'est arrivé après, juste après. Il y avait Dailymotion, je crois, un peu en France. Ouais. Et vous avez grossi en même temps qu'il y a eu toutes ces révolutions qui ont aussi changé la société. Aujourd'hui, est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur Bouscapé? Ce que ça représente en termes de personnes, employés, chiffres sur les réseaux, etc., pour que les gens puissent resituer un peu? En termes d'équipe, on est une vingtaine à bosser sur le média quotidiennement. En termes de chiffres sur les réseaux, sur Insta, c'est 2,4 millions. Sur TikTok, c'est 1,4 million. C'est les followers, ça? Followers. Sur YouTube, c'est 2,4 millions. J'ai vu que sur YouTube, là, vous avez franchi le cap du milliard de vues. Ouais, on a franchi le cap de milliards de vues. Ouais, non, mais c'est énorme. C'est énorme. Et c'est la référence dans le secteur. Ouais. Dans son segment, c'est le leader incontesté. Et oui, vous êtes... Quand on parle de secteur, c'est médias. Maintenant, vous avez commencé dans le rap, maintenant vous êtes positionné médias populaires, surtout auprès des jeunes. Et aujourd'hui, on peut dire que vous boxez dans la catégorie de Combini, Brut, auprès de la jeunesse. Ouais, c'est ça. Nous, en fait, nos concurrents, comme on dit souvent, c'est Brut, Combini. Parce qu'en termes de chiffres, c'est ceux qui se rapprochent le plus de ce qu'on fait. Après, tu as d'autres médias qui, en termes d'édito, se rapprochent plus de ce qu'on fait. Mais en fait, en termes de puissance, nous, c'est Brut, Combini. On est juste derrière eux, on les talonne. Explique pourquoi vous êtes passé de médias rap, musique... Ouais. À un plus généraliste, parce que Brut, c'est beaucoup plus généraliste. Donc, En fait, c'était une ambition En fait, quand on a monté le média, nous, on était passionnés de ciné, passionnés de rap et tout. Donc, le truc, c'était, vas-y, comment on arrive à allier ces deux passions, la vidéo et le rap. Mais très vite, je me rappelle, c'était une discussion que j'avais avec Fif, avec qui j'ai cofondé Bouscapé, c'était, viens, on met pas rap dans le nom. Parce que si demain, on a envie de s'ouvrir à d'autres choses, au moins, on pourra le faire. Donc... on a commencé par ce qui était le plus naturel pour nous, le rap, qui était en fait la bande-son de notre vie, tu vois. Et après, on a commencé avec une caméra, donc de fil en aiguille. Et après, en 2017, on a pris le tournant en se disant que... Enfin, je dis souvent que de la même manière que la pop culture dans les années 80-90, elle a été énormément influencée par le rock, la pop culture d'aujourd'hui, elle est influencée par le rap. Donc, pourquoi se limiter au terrain de la musique? Il fallait voir plus grand. Donc, aujourd'hui, le rap, tu le retrouves dans le sport, dans le ciné, dans la mode, dans le lifestyle. Et c'est pour ça qu'on a pris ce tournant-là. Et à l'époque, en 2005, c'était pas le cas encore. Non, le rap n'était pas du tout dans la culture à ce point-là. Les gens, ils comprenaient même pas. C'était une niche. Il y avait peu de gens qui comprenaient ce qu'on faisait. Ouais. Dont Anthony, par exemple, tu vois, qui travaillait chez Because à l'époque, qui est le premier, comme je disais, à avoir misé sur nous en mettant... on savait même pas déjà qu'on pouvait vendre le média. C'est-à-dire que nous, quand on a monté le truc, c'était un truc de passionné. Il n'y avait pas de plan préétabli de dire « Ah, on va faire comme ça, business plan. » Comment tu pensais gagner de l'argent à l'époque? On pensait même pas. C'est juste, c'était un truc de passionné. Ok. On s'est même pas dit qu'on gagnerait de l'argent un jour avec ça. Et après, il y a eu, je crois que c'est sur l'album de Save You, qui sortait chez Because. Et dans mes souvenirs, alors on va aussi rendre un peu à César ce qui appartient à César. Ouais. Il y a aussi un attaché de presse qui s'appelle Karim. Oui, je m'en rappelle. Qui était chez Très Because, qui s'occupait de Save You. Ouais. Et on sortait l'album de Save You, le premier...
C'est même pas l'album, je crois que c'était le maxi. C'était le maxi, ouais. La légende de CFU. C'est ça. Et il y avait Bouscapé qui commençait à être un des premiers sites, premiers médias de rap français à l'époque. Vous étiez proche de cette équipe-là, de G8, l'entourage CFU. Et avec Karim qui s'occupait des médias CFU, on s'était vus. Et vous aviez dit, on veut donner de la visibilité comme on n'a jamais donné jusqu'à présent à un artiste. On va mettre en avant, je sais plus, je crois à l'époque que ça devait être des bannières ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. C'était un habillage en fait complet du site. C'était du display classique. Et je pense qu'on avait repeint le site en fait avec CFU. Je crois qu'on avait touché 600 € je crois à l'époque pour ce truc-là. Et mais pour nous c'était déjà inimaginable de se dire le que premier euro. Bah oui, tu fais un truc, tu kiffes, et demain on te dit on va te payer pour faire ce que tu kiffes. C'était magnifique. Et je me rappelle, on avait aussi fait un truc incroyable à l'époque. On avait innové de ouf. C'est que c'était du display. Mais la campagne à l'époque de CFU, c'est des pubs. C'est des bannières affichées sur un site. Exactement, c'est ça. Et on paye aux nombres de vues, etc. Ouais. Et à l'époque, CFU et son équipe G8, ils étaient très connus pour le street marketing. C'est-à-dire qu'ils allaient dans la rue, ils collaient des stickers. Je me rappelle de ça. Et il avait des paroles hyper choquantes pour les gens. Donc on avait imprimé des punchlines sur des stickers qu'on avait collés dans tout Paris. Ok. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, c'est toujours illégal. Donc on budgétait. Tu avais des budgets amendes. Et les gens avaient été choqués par cette campagne d'affichage et tout qui était faite par G8. Et on a dit, et moi je m'étais dit, ce serait cool si on faisait la même chose sur Bouscapé. Et donc on avait fait un flash animé. Et donc quand tu arrivais sur Bouscapé, tu avais une main qui apparaissait qui collait un sticker sur le site. Ah, pas mal. En transparent. Référence à la compagnie Street. Anthony Visionnaire. Ouais. Mais moi, ce qui me choque déjà, c'est un business. Le média, c'est un business tellement passionné que tu le représentes très bien. Parce que Paul et moi, quand on lance un business, on se dit pas. On se dit comment je gagne de l'argent direct dès le début, tu vois. Mais les médias, c'est un business très particulier parce que c'est un truc de passion. Que si t'as pas cette passion, tu peux pas faire un truc canon, en fait, tu vois. Ouais, parce que en vrai, si jamais tu veux gagner énormément d'argent, va pas dans les médias. Ouais. En fait, franchement, c'est pas fait pour ça. Mais même aujourd'hui, ça. Parce qu'il y a une grande hype des créateurs de contenu, de se dire je crée mon média, ou je mets moi-même en scène, je crée du contenu. Pour moi, aujourd'hui, en fait, et c'est la démarche dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que moi, je définis plus Bouscapé comme un simple média, mais plutôt comme un pilier culturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réussi. Oui, on est arrivé par la voie du média. On a réussi à créer quelque chose d'assez fort. On a créé des marques tout autour de Bouscapé qui sont aujourd'hui fortes et reconnues. Et l'idée maintenant, c'est comment, autour de ça, tu arrives à créer un écosystème qui est viable. Mais se dire que... Le média lui-même. Juste avec le média, tu vas réussir à faire de l'argent et tu vas réussir à en vivre. Mais à un moment donné, tu vas être limité. Si tu vas aller plus loin, c'est comment en fait tu vas ouvrir ta vision et comment tu vas réussir à créer des choses autour, que ce soit sur l'événementiel, que ce soit sur de la prod ou quoi. Mais juste le business simple du média aujourd'hui, moi je pense que c'est pas suffisant. Pour élargir, de toute façon, je pense qu'après, il faut d'abord établir ton média, que ça devienne une marque. Donc il y a quand même un travail sur la longueur, sur, j'imagine, la ligne éditoriale, l'image du média. Mais nous, on est arrivé au bon moment. En vrai, on arrivait à un moment où tu n'avais pas l'avènement des réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui, c'était pas aussi puissant. On est arrivé au début d'Internet, un petit peu avant YouTube, donc c'était un truc un peu nouveau, où en fait les gens venaient, tu vois, même toi aujourd'hui, on avait bossé ensemble quand tu étais chez Because, parce qu'aussi il fallait tester. Donc on était dans un truc où, en vrai, comme le rap il n'était pas trop popularisé, il y avait un truc de vas-y, viens, on teste un peu. Et en plus, il y a des gens qui montent un média, et c'est des gens qui nous ressemblent et qui parlent un peu comme nous, viens, on tente. Et en fait, moi je dis toujours, on est arrivé au bon moment, et surtout on a rencontré les bonnes personnes qui nous ont aidés à chaque fois. Mais ce passage aux réseaux sociaux, beaucoup l'ont raté. Ouais. T'as des médias qui étaient très bons, des blogs, des trucs, nous, etc. On l'a pris tard, hein. Ah ouais? Ouais, parce que nous, on était très focus site internet. Donc le site, c'est quoi? C'était du pur texte? En fait, c'était des articles? Au début, le site, c'était que de la vidéo. Ah donc, on postait des vidéos d'interviews. Et nous, ce qu'on appelle freestyle, c'est des artistes qui venaient interpréter des morceaux qui étaient filmés en train d'interpréter un morceau. Et on postait ça, en fait, sur le site. C'était clip, interview. Et après, à partir de 2011, c'est là qu'on a commencé à mettre de l'écrit. Ah, ok. Donc, tu étais dans la vidéo avant même que la vidéo soit un truc très populaire. Non, nous, c'était la vidéo. C'était lourd à l'époque de mettre une vidéo sur un site. Tu attendais que ça se charge. Ouais. Et tu vois, tu avais la presse spécialisée qui est classique, où c'était les magazines, etc. Je me rappelle, ils nous regardaient, ils nous voyaient comme des ovnis. Ouais. Non, mais c'est qui, eux ils comprenaient pas. Ils nous voyaient nous balader avec une caméra et ils captaient pas. Ok. Ils captaient pas qu'on allait prendre leur place après. Ouais. Donc, finalement, c'était pas naturel pour vous d'être sur les réseaux parce que vous étiez natif de la vidéo. Et donc... En fait, nous, on a vu Internet arriver. Ouais. Moi, j'ai connu ADSL, j'ai connu tout le truc. Donc, en fait, on a grandi un peu avec ce truc-là. Et au moment où on a voulu monter le média, c'était naturel pour nous de se dire, vas-y, viens, on va sur Internet. Parce que le troisième associé qu'on avait à l'époque, qui s'appelle Alexis,
C'était un geek, c'était un mec qui savait faire du code et c'est lui qui a codé le site et c'est comme ça qu'on a commencé. Ouais, mais tu vois, les codes des réseaux sociaux sont très différents de l'époque. Ouais. À l'époque, tu étais le seul à faire des vidéos, donc les gens regardaient. Et après, tu as une avalanche de créateurs de contenu. Ça coûte que dalle avec son iPhone maintenant de faire une vidéo et d'interviewer des rappeurs ou des chanteurs ou des personnalités culturelles. C'est-à-dire qu'il fallait quand même adopter ces codes et les maîtriser. Ah bah nous, en fait, le tournant des réseaux sociaux, on l'a pris grave tard. On était même en retard. Parce qu'on était très focus. On était très focus site. Pourquoi ? Aussi parce qu'en fait, nous, on avait business model. C'était notre business model et on avait des billboards, en fait, avant les vidéos qui nous rapportaient de l'argent et qui nous permettaient de payer les serveurs. Ça a changé, ça. Hein. Voilà, donc ça veut dire que vous aviez votre player propriétaire, vous n'étiez pas sur YouTube, vous n'étiez pas sur Dailymotion. Non, Alexis, il avait développé notre propre player. Ouais. Et en fait, on avait de la pub qu'on pluguait dessus. En pré-roll. Voilà, en pré-roll. Et c'est ça, en fait, ça nous rapportait de l'argent, ça nous permettait de payer les serveurs. Nous, on voulait au moins pouvoir payer le serveur. Ça rapportait bien les pré-rolls à l'époque. C'était plutôt. Ouais, ça va, c'était plutôt pas mal. Par milliers de vues. Mais quand YouTube s'est arrivé, ça a tout cassé. Bah oui, parce que nous, on avait même des exclus. En fait, les clips des rappeurs ou des rappeuses, quand ça sortait, ils nous les donnaient en exclus. Et ça, tu penses bien, quand on l'annonçait, après, ça pétait. En termes de pré-roll, en fait, on faisait des mois où on faisait beaucoup plus d'argent que d'habitude. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a mis du temps. On a fait un peu la rébellion. On s'est dit, non, viens, on va pas sur YouTube maintenant. On a résisté, mais après, à un moment donné, YouTube, c'est devenu trop gros. Et d'ailleurs, votre premier coup, c'était justement une exclue de Diams, mais que vous avez un peu filouté l'exclu. C'est ça. C'était un clip, on peut parler, c'est des clips de La Boulette de Diams, qui nous avait été donné un peu en secret par un chef de projet du label. Et pareil, il était dans ce truc de vas-y, viens, on teste. Donc il voyait qu'en fait, il se passait quelque chose autour du média, que les gens en parlaient de plus en plus, et qu'à chaque fois qu'on postait des choses, il y avait une sorte de buzz, en tout cas, qui se créait. Donc il a dit vas-y, tiens, il nous a donné le clip un peu en catimini, nous on l'a posté. Ça a explosé, tout le monde est venu pour regarder le truc et ça a craché le cerveau. C'est-à-dire qu'avant que ça passe sur MTV et compagnie. Avant que ça passe en télé. Ouais. Ah ouais. Avant, la classique, c'était quand un clip était fait, il était envoyé aux chaînes de télé et passé en télé. En plus, une artiste comme Diams, tu vois, elle était déjà big. C'était Prime, tu vois. Et donc, nous, on l'a posté, ça a craché les serveurs. Et ça vous a donné une notoriété de dingue. Ça a donné une notoriété de fou. Et après, tu sais, il y avait ce truc un peu où, dès qu'on faisait un truc un peu statement comme ça, en fait, tout le monde le voyait. C'est comme quand on fait l'habillage de Sefiu, tout le monde le voit et après les gens ils venaient, ils disaient même pas habillage. Je fais la même. On veut comme Sefiu là. Tu vois, comme Sefiu, on fait pareil. Et là c'était pareil, Diams, donc du coup ça a créé ce truc où ils se sont dit dès qu'on a un truc qui sort, vas-y, viens, on leur donne et en fait on crée l'événement comme ça. C'est intéressant ce que tu as dit sur les plateformes aujourd'hui. Moi j'ai 2 sujets que je veux évoquer, c'est qu'est-ce que c'est votre business model aujourd'hui et après j'aimerais ensuite qu'on parle de comment vous appréhendez les plateformes parce qu'en 20 ans vous avez vu des dizaines de plateformes défiler. Mais avant qu'on en parle, j'aimerais bien savoir comment aujourd'hui, quand vous gagnez de l'argent. Entre la pub, le brand content, vous faites aussi du consulting. Ouais. Je crois que vous gagnez aussi un peu d'argent sur les morceaux que vous produisez. Alors, qu'est-ce que c'est un peu aujourd'hui Alors, en fait, on a plusieurs sources de revenus. Le truc principal, c'est ce qu'on appelle le brand content chez nous. Nous, historiquement, chez Bouscapé, quand on a commencé, c'était que le business de la musique. Donc, c'est-à-dire que tu as un album qui sortait, le label, il venait nous contacter, il nous disait, je veux prendre un habillage ou je veux prendre une bannière. Donc, tu avais des formules, ça oscillait entre 1500 et 5000 euros grand maximum. Pour combien de jours ? Une semaine ? Je crois l'habillage, c'était une semaine, ouais. Okay. Et vous étiez incontournable à l'époque parce qu'à l'époque, le seul moyen de te faire connaître, c'était Skyrock. Donc, barrière à l'entrée énorme, très cher. Et les gens allaient sur Internet et en fait, eux, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, t'allais. C'est une bonne alternative. Ouais. Aujourd'hui, tu fais toujours ces habillages ou pas ? On peut faire Legal Place habillage. Non, on fait plus d'habillage. Et en fait, ça, historiquement, c'était ça. Après, à partir de 2017, on a pris le tournant du brand content. En gros, c'est créer du contenu à destination des marques qu'on diffuse ensuite chez nous. Le premier gros deal qu'on a eu, c'était avec Apple Music. Okay. C'était un deal de base qui était c'était 80 000 euros. En fait, c'est quand Apple Music est arrivé en France, ils ont investi. En fait, ils voulaient investir sur une grosse campagne avec un média important. Donc, ils nous ont proposé 80 000 euros pour faire une campagne un peu à l'année. Nous, on saute au plafond. 80 000 euros, c'est un truc de ouf, ça a changé nos vies et tout. Je me rappelle, à l'époque, je commençais à bosser avec un gars qui s'appelle Florian Le Serre, qui a une agence qui s'appelle 135. On le salue. Il avait une vingtaine d'années. Et en gros, il dit, vas-y, laisse-moi aller négocier le truc. Je pense qu'on peut aller chercher plus. Donc, on leur propose on fait une nouvelle proposition, etc. Et on négocie avec Apple. On passe de 80 à 160.
Ça a été game changer C'est une bonne pour négo. nous. Ouais. Et tu vois, les idées limitantes, quand t'as un truc qui tombe à 80, tu te dis pas, je vais négocier, tu te dis, pas wow, ça. c'est trop gros. Bah, nous, on voulait rester sur les 80, mais tu connais la folie de la jeunesse. Lui a dit, attends, je peux aller chercher plus. Et on y allait, on les a eus. Mais ça fait du sens parce que la France, c'est un énorme marché pour le rap. Oui. Aujourd'hui, tu es une plateforme de streaming. Tu sais que le marché, enfin, le genre archi-dominant en France, c'est le rap. Tu vas voir l'acteur principal. Bien sûr. Ouais. Pour émerger tout de suite, Ouais. c'était le raccourci rapide pour eux. Ça a été un deal, déjà, financièrement, qui a tout changé pour nous, parce que nous, on avait une gestion un peu bon père de famille, et ça nous a permis d'aller chercher des gens, d'aller chercher des profils et tout, d'investir. Et l'autre truc qui était important, c'est que bosser avec Apple, c'est dingue, en vrai. Ça veut dire qu'en termes de process, en termes de... ça vous éduque en professionnalisme. Ça nous a éduqués de fou. En vrai, franchement, on pouvait pas mieux commencer sur ce terrain du brand content parce qu'ils ont une exigence et une rigueur qu'on n'avait pas, nous, à l'époque. Et ça nous a grave formé là-dessus. Et c'est quoi brand, du coup, content? Pour eux, vous avez dû produire du contenu brandé par Apple. C'est pas une pub classique, en fait. Non, c'est pas une pub classique. C'est que nous, on imagine des concepts qu'on va intégrer à notre édito. Et en fait, on va faire un placement de produit Apple dessus. Par exemple. Fait, nous, on a deux manières de voir les choses. C'est soit, en fait... On a des émissions, parce que nous, on avait des émissions qu'on diffusait un peu comme une chaîne de télé. Donc, des émissions un peu phares. Quand les marques, elles viennent, elles ciblent un peu ces émissions-là et elles se disent, bon, bah, nous, on veut faire un placement de produit sur telle émission. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est, elles viennent avec un budget. Elles vont dire, on a entre 50 ou 100 000 euros ou 150 000 euros. Voilà, nous, on a tel produit qui va sortir à tel moment. Qu'est-ce qu'on peut imaginer autour de ça, en sachant que le brief, c'est ça. Et nous, après, on imagine quelque chose. On crée le contenu, on le pose sur Bouscapé, on crée l'amplification derrière et on fait parler du... Et nous, on s'est toujours dit, vas-y, quand on bosse avec ces marques-là, il faut qu'il y ait une logique avec ce qu'on fait. C'est-à-dire que si jamais c'est pas dans notre ADN, on peut pas, parce que finalement, quelque part, tu vends de l'édito. Oui. Donc si tu vends de l'édito, il faut que tu arrives à l'intégrer. Les gens, ils sont pas dupes. C'est-à-dire que ils ont grandi avec ça, la communauté, ils ont grandi avec tous ces trucs-là. Donc tu peux pas leur vendre tout et n'importe quoi. Et quand ils voient qu'il y a un truc qui est pas... entre guillemets, qu'on essaie de leur vendre un truc un peu bizarre, ils le captent et ça fonctionne pas. Ça détériore un peu la marque, quoi. Ouais. Mais nous, on a de la chance, c'est qu'à chaque fois, on a réussi assez bien les intégrations, qui fait que même quand on a du budget en plus, ils le voient, en fait, la communauté le voit, et les gens sont contents parce que ça nous permet de faire des contenus de meilleure qualité. Ah, ok. Et jusqu'à cette date de 2017, avec le brand content avec Apple, vous étiez combien chez Bouscapé et comment vous viviez? On était 3. Donc les 3 cofondateurs. Toi, Fif et Alexis. Ouais. On avait pris un stagiaire, je crois, en montage. On était 4, quoi, en gros. Pendant 12 ans. Ouais. Waouh. Et en fait, c'est une époque... après, moi, je vivais chez mes parents et tout. Moi, avant ça, en fait, je bossais dans un vidéoclub. Ouais. Un truc qui n'existe pas. Je pense que les moins de 20 ans, ils ne savent même pas ce que c'est. Mais ils voient le format sur Combini. Voilà, ils voient le format sur Combini. Et toi, tu avais fait des études... Ouais, j'avais fait une fac de ciné et tout. Ça m'avait saoulé. Après, j'avais arrêté. Et en gros, je vivais sur mon chômage. Et en fait, je me suis lancé dans l'aventure. Donc, en fait, on vivotait de ça pendant assez longtemps. Mais après, vous êtes salarié. Vous étiez salarié au SMIC. À partir de 2009, 2010, je crois. Mais c'était des petits salaires. Hein. Ouais. J'ai commencé, on touchait chacun 1 200 euros net par mois. Finalement, ce qui a permis de tenir, c'est avec toutes ces conditions-là, c'est la passion du truc. C'est la passion du truc. On vivait chez nos parents. On était dans un truc... on n'avait pas de famille, t'avais pas de femme. Donc, mais quand même, t'as un autre gain énorme quand t'es central dans un milieu culturel comme ça, où tous les rappeurs te connaissent et tout le monde essaie d'avoir tes faveurs, parce que j'imagine quand un rappeur se lance, il veut absolument que son truc passe chez toi. Et donc tout le monde t'écrit, etc. Ouais. Ça a une autre satisfaction que juste l'argent, finalement. On se nourrissait de ça. On se nourrissait de ça, de la passion. Tu sais, c'est une époque où... T'as 20 ans, donc t'es dans l'insouciance totale. Tant que quand tu rentres chez toi, t'as un endroit où dormir et tu manges. Après, le reste, en fait, on s'en foutait. Et puis c'est surtout que nous, on commençait à côtoyer les Rimka, les Kerry James, les Safe You, des artistes, en vrai, qu'on écoutait dans notre jeunesse. Juste ça nous suffisait. Moi, je me rappelle de soirées qu'on passait chez McTayer. On faisait du 22h, 4h du matin. On salue ceux. C'est intéressant ce qu'a dit Rassem tout à l'heure, parce que c'est vrai, et ça explique aussi pourquoi il y a plein de milliardaires qui se lancent dans le rachat de médias, c'est de parler du soft power que ça représente un média, de l'influence culturelle. On va en parler après. Je vais revenir sur les plateformes. Depuis 2005, ça a commencé, c'était MySpace, les Skyblogs, Dailymotion, YouTube, il y a eu plein de plateformes qui sont arrivées. Aujourd'hui, vous êtes incontournable sur toutes ces plateformes.
Comment vous les appréhendez? Est-ce que vous testez? Est-ce que vous attendez avant d'y aller? Comment ça marche en fait? Vous faites une veille sur ça? Sur ces plateformes, est-ce que les émissions changent, par exemple? Est-ce que tu es obligé de changer l'émission parce que le format... tu t'adaptes. Par exemple, 2018, il y a TikTok qui arrive un peu en France. Comment vous regardez? À quel moment vous y allez? On n'a pas trop calculé. En vrai, on est arrivé assez tard dessus. Ça fait à peu près 2 ans qu'on est dessus. Là, on est à plus d'1 million. Donc ça va, on a quand même assez bien rattrapé le retard. Le premier, après Facebook, enfin, tout ça, tu vois, c'était des plateformes. Même Facebook, quand on y était, en vrai, c'était parce que quand on postait les articles du site, ça renvoyait en fait du trafic vers le site. Nous, on était vraiment très focus sur le site pendant très longtemps. C'était le cœur, ouais. On n'était pas dans une logique de... Aujourd'hui, on est dans une logique de... Chaque plateforme, on essaie de l'appréhender selon ses habitudes, tu vois, selon ses algorithmes et tout. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Avant, c'était chaque plateforme doit me renvoyer du trafic. Renvoyer sur le site. Maintenant, on n'était que dans ça. Maintenant, les médias doivent exister sur les plateformes, en fait. Et ça a changé à partir du moment où Facebook... Tous les liens en fait externes, ils ont tué le reach. Ils ont tué le reach. Et là, on s'est rendu compte, là, faut revoir la stratégie. En fait, on s'est plus dit, vas-y, viens, on a une stratégie plutôt globale en fait sur tous les réseaux sociaux. Et même quand j'ai des gens en entretien aujourd'hui, je leur demande comment tu consommes Bouscapé. Il y en a, ils vont te dire c'est que YouTube. Il y en a d'autres qui vont dire c'est que Insta, il y en a d'autres qui vont dire c'est que TikTok, il y en a ils vont dire c'est les 2 ou les 3. Ce qui est chaud parce que tu peux te faire déplatformer maintenant beaucoup plus facilement qu'avant. Avant, tu possédais ton site, tu possédais tout, ton nom de domaine, etc. Là, tu peux te faire complètement sortir. Le site, il sert plus à rien aujourd'hui, non? Non, le site, il est là, c'est historique, tu vois, c'est une plateforme, elle est encore là. C'est institutionnel. Mais en termes de visite, aujourd'hui, c'est marginal par rapport au trafic qu'on draine sur les réseaux. C'est vrai que tu as certainement des mecs qui ont 20 ans qui ont jamais connu la forme que tu avais C'est un truc d'ancien, en vrai. Tu vois, c'est un truc de quarantenaire. Moi, je me rappelle, il y avait l'avocat Jules qui m'appelait des fois pour me dire pourquoi il n'y a pas la news de Jules sur le site, qui est un ancien grand de mon quartier. Donc le gars, il a peut-être 48, 49 ans. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il était focus sur le site. Mais frère, fais la mise à jour, ça se passe sur les réseaux maintenant. C'est clair. Et on a parlé du business model, tu as parlé du brand content. Qu'est-ce que vous avez d'autre à côté? Donc en plus de ça, nous, on a développé pas mal d'émissions chez nous qui sont devenues phares. On a un concept qui s'appelle Un son, 1 heure, par exemple, où en fait, tu as un artiste qui s'enferme avec des beatmakers dans un studio pendant 1 heure pour faire un son. Une fois que ce son est fait, il sort ensuite sur les plateformes. Et nous, on produit ce son. Donc, ça veut dire que le master du son nous appartient. Et l'émission, en fait, la première qui a été faite, elle était avec PLK. Il a fait un morceau qui est devenu son classique, qui s'appelle Émotif. Ah ouais, qui est sorti de ce format-là? Qui est sorti de ce format-là. Wow. C'est la première émission, en fait, qu'on a fait, c'était avec PLK. Et à la base, c'était juste un one-shot. Ils étaient venus avec l'idée de se dire, venez, on fait un son en 1 heure et tout. Et donc, vas-y, viens, on monte le truc, etc. J'avoue, j'y croyais pas trop au départ, parce que c'est pas le PLK d'aujourd'hui, c'était le PLK de l'époque, vraiment, il était en train de monter. Panama Bendé. Et c'est Antoine Guéna, qui est le manager de PLK, qui arrive avec l'idée. On fait le concept, ça explose. Est-ce que c'est vrai que le motif a fait le son et qu'une des raisons que le titre s'appelle Émotif, c'est parce qu'il y avait Olivier dans la boucle? Ouais, c'était lui c'est lui, en gros, il y avait tout un pôle de beatmakers, avec Junior à la prod, etc. Et lui, en gros, il avait montré tout le sommet, c'était lui. Et en fait, quand ça explose, moi, je me dis, mais venons, on en fait une émission, en fait. Où, en fait, on invite d'autres artistes et on fait la même chose avec la même équipe, etc. Et c'est comme ça qu'est né le concept. Et aujourd'hui, on a fait un avec Chacola, c'est son premier disque d'or son premier single d'or qu'il a fait, c'était avec nous. Aujourd'hui, le morceau est Diamant. Wow. On a fait un avec Uzi. Là, à l'heure où je parle, on est en discussion, on va en faire un avec Big Flo et Oli. Et donc ça commence à ramener un revenu stream intéressant? Ouais, ça, c'est un revenu à part parce que c'est du stream. Oui. Donc c'est récurrent. Du stream, c'est récurrent. Même quand tu dors, tu gagnes de l'argent. Donc... Ok, mais est-ce qu'il faut faire beaucoup... Parce que la dernière fois, on avait évoqué ça. Faire beaucoup de vues pour que ça devienne un revenu comparable à tes autres sources de revenus, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils ont le canal de distribution direct, tu vois, ils ont déjà la communauté. Dès qu'ils postent, ils ont déjà des millions de vues. C'est ça que j'allais dire, c'est que votre positionnement, c'était très tentant depuis toujours de faire ça. Pourquoi c'est vrai. Parce que tu as tous les mecs qui sont nouveaux, qui viennent, qui te disent « Please, publie-moi ouais. ». Tu peux dire « Mec… » C'était tentant, mais en même temps, quand tu as une logique de média, comment tu
peux aujourd'hui aller dire, vas-y, je vais aller produire un artiste. C'est toujours compliqué. Parce que, Pourquoi par exemple, les freestyles... Parce qu'en fait, ça pose un problème éthique, en fait. Si demain, je commence à produire T'es Rassem, conflicté. c'est que je vais mettre Rassem en mettre à avant. fond, ouais. Bah oui. Donc, C'est bien. Moi, je suis chaud. Hein. Mais ça crée un conflit d'intérêt. Donc, en fait, le glitch, ça a été de cette émission-là, par le biais de cette émission-là, produire un morceau qui sort de cette émission. En fait, c'est parce que, par exemple, vous avez un format historique qui s'appelle les Freestyle Bouscapé. Ouais. Donc, c'était vos équipes qui filmaient. Les artistes venaient, faisaient des morceaux inédits. C'était pas la prod musicale, n'était pas forcément inédite. Ouais. Là, derrière, c'était pas mis sur les plateformes. Donc, il n'y avait pas de stream. Il y avait juste, j'imagine, du revenu sur YouTube. Ouais, du revenu sur YouTube. Mais qui était pour le média parce que c'est un format média, en fait. Donc, les artistes touchaient rien sur le Freestyle Bouscapé. Non, les artistes touchaient rien. Et après, peu à peu, comme les freestyles ont commencé à devenir un peu statutaires, ils ont commencé à sortir aussi. Et puis après, tu as le stream, t'as eu l'avènement du stream. Ils ont commencé à sortir les morceaux de ces freestyles-là en stream. D'accord. Sur lesquels vous n'êtes pas intéressé. Sur lesquels nous, on n'était pas intéressés du tout. Ah, ok. Mais là, vu qu'on a senti qu'on tenait quelque chose avec un son 1 heure, on s'est rapidement dit, viens, on crée un modèle économique autour de ce truc-là. C'est malin. Et ça a explosé. Quand est-ce que tu penses que ce revenu va rattraper les autres? Bonne question. Je sais pas si ça va rattraper les autres. Je pense que ça va être complémentaire. Ouais. Aujourd'hui, je pense que quand tu es un média, il faut réussir à créer plein de sources de revenus différentes. Et je pense que ça en fait partie. Ouais, ça te fait un petit matelas de sécurité ça fait un derrière petit matelas de qui sécurité, qui ouais. tourne tout le temps, quoi. Et c'est quoi la fréquence de ce format? Tu fais une fois par On semaine? n'en a pas, en fait. C'est vraiment à l'occasion. Ah, ok. C'est dès qu'on trouve que c'est intéressant de le faire avec... C'est demandé par tous les artistes, mais en fait, nous, on essaie quand même de Vous avez une sélection... de garder un truc un peu premium autour de ça. Donc, Clairement. on n'a pas forcément de rythme. La pub classique, vous continuez? Alors, nous, depuis l'année dernière, officiellement, déjà, on a arrêté tout le business pub autour de la musique. C'est-à-dire? On travaille que avec les marques hors musique. C'est-à-dire avec des Apple, des Netflix. Tu peux pas être un musicien et venir te dire... Ouais, parce que comme le modèle, en fait, économique comme le modèle de la pub, il a changé, nous, on a un média qui, avant tout, est arrivé avec la musique. Donc, c'est un peu quand même notre ADN de base. Demain, si jamais, je me vois pas venir faire un contenu brand content autour du dernier album de Chacola pour dire il est génial, etc. Donc en fait, Et si je elle suis est où si je suis un artiste ou un rappeur et j'arrive, je fais un son et je veux le booster à fond en pub, comment je fais aujourd'hui? Je peux acheter de la pub pour mon son ou... Nous, en tout cas, on refuse. Mais c'est quoi les autres moyens pour moi de... Les autres moyens, après, aujourd'hui, tu peux acheter du paid sur TikTok. Oui. Tu vois, tu peux faire appel à des influenceurs qui vont venir et danser sur ton morceau et qui va faire que ça va faire péter. Ah, il y en a qui font ça? Ouais, il y en a qui font ça. Ah, tu oui, prends ça des influenceurs qui mettent le son et ils dansent dessus. Il y a des agences aujourd'hui qui sont montées, dont une qui marche très bien, qui s'appelle Attire, qui agrège plein d'influenceurs, plein de TikTokers, et aujourd'hui te font péter ton single comme ça. Waouh. Donc en plus, t'as l'impression que le single est en train de marcher, t'as pas l'impression que c'est une pub, parce que tu vois un influenceur c'est clair. danser dessus, tu dis putain, c'est trop tendance. Ça marche, parce que en fait, le sens, de toute façon, c'est que la musique, si elle fonctionne, bon, en général, c'est qu'elle est bonne. En tout cas, c'est qu'elle a trouvé en tout cas un public. Mais en fait, eux, leur truc, c'est de dire comment on amplifie. Tout l'enjeu, il est dans l'amplification. C'est comment j'arrive à faire en sorte de toucher le plus de monde possible. Et aujourd'hui, c'est beaucoup par TikTok. Donc, quand je suis un agent d'artiste, j'ai un budget pour faire ce genre de choses. Le budget des maisons de disques aujourd'hui, il est plutôt orienté vers TikTok que vers chez nous. Mais même moi, s'ils venaient me le dire, je dirais, mettez-vous sur TikTok. Ouais. Ah oui, il faut être logique. Ah, ça a beaucoup changé, ça. Oui, parce que c'est une plateforme historiquement musicale aussi, donc ça fait du sens de pousser dessus. Et t'as vu qu'MTV a fermé définitivement. Et c'était leur dernier clip, c'était le premier clip de la chaîne. Ils l'ont passé et c'était la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde. Hein, Comment tu l'as pris cette nouvelle, toi? C'est vrai, c'est une bonne remarque. Après, moi, mes potes, ils me font grave un reproche, c'est que je suis grave pas nostalgique. Ah, tu t'en fous? Ouais, c'est pas que je m'en fous. C'est que c'était une époque, en fait, que, bien sûr, quand tu me dis MTV, je me rappelle de ma jeunesse et quand je regardais les clips et tout. Mais en vrai, j'essaie d'avancer avec mon temps et je pense que c'est ce qui fait qu'on a réussi à durer aussi aujourd'hui. Oui. J'ai 43 ans, mais je pense que j'essaye d'être le plus possible proche de ce qui se passe et pas être... Toi, t'es biaisé, c'est normal. Moi, ma peur, c'est d'être un boomer. Tu vois, sans faire du jeunisme, ma peur c'est de dire il a loupé le coche, mais non, mais lui il est à l'ancienne. Tu peux pas vivre dans le passé. Je t'arrête 20 secondes. Je suis Rassem Flazi, président et cofondateur de Legal Place. Aujourd'hui, Legal Place, c'est le moyen le plus facile en France pour créer ta société. Si tu veux créer ton entreprise, il y a un code promo qui s'affiche en bas de cette vidéo. Clique sur le lien dans la description pour utiliser le service. Votre nouvelle source de revenus depuis quelques années, parce que maintenant vous êtes devenu incontournable et que le rap a pris une place aussi culturellement en France qui est incontournable aussi, c'est que vous faites du conseil pour Netflix notamment. Ouais. Toi, tu es très impliqué sur Nouvelle École. Nouvelle École, c'est l'émission, c'est un télécrochet en fait sur Netflix qui permet en fait à des talents d'avoir une visibilité. En fait, t'as des épreuves qui sont faites avec un jury, etc. C'est un peu le The Voice du rap.
Et en fait, à la fin, tu as une personne qui gagne et qui repart avec 100 000 euros. À partir de la saison 2 de Nouvelle École, Netflix a demandé à la boîte de prod, la boîte qui faisait la prod Exé, qui est Black Dynamite, de se rapprocher de nous pour avoir une expertise sur le rap. Il s'est adapté d'un format américain qui s'appelle Rhythm and Flow. Et en France, ça cartonne, je crois, Nouvelle École. Ça cartonne, là, c'est la saison 4. Là, on vient de finir la 5, il y a 3 semaines, je crois. Et en fait, c'est Dolores qui bosse chez Netflix, qui leur a demandé de se rapprocher de moi. Donc, on fait un rendez-vous et tout. Et en fait, nous, on a une mission de consulting dessus, où tout le casting des candidats, je le fais avec eux. Même sur le profil des jurés, etc., on leur pousse en fait des profils. Par exemple, SDM, sur la saison 3, ils ne le connaissaient pas. Et je leur avais présenté, et du coup, ça l'a fait. Pour moi, c'est le truc qui a changé, qui a redonné un boost à l'émission. C'est que moi, j'avais une image d'SDM qui a complètement changé après l'avoir vu dans l'émission. Mais il est trop gaulerie, il est trop marrant. En fait, c'est un mec, il est jovial, de ouf et tout. Et archi pertinent, archi sensible. Bah justement, tu vois, comme il était un peu méconnu, eux, ils savaient pas trop. Et moi, je leur ai dit, je connais ses équipes et je le connais un petit peu. C'est la personne qu'il faut. Et tu vois, aujourd'hui, il s'est imposé dans l'émission. Donc nous, voilà, même dans l'oreillette des jurés, c'est les gens de notre équipe qui leur susurrent à l'oreille. Ah ouais? Ouais. Et même sur les émissions, enfin sur l'écriture des épreuves et tout, on est dessus. On est vraiment impliqué. Vous êtes l'expertise de l'émission. Ouais, depuis la saison 2. Et ça représente quelle charge de travail, vous, sur une année? Ça vous prend combien de temps? En fait, nous, on est parti chercher des talents. En fait, un journaliste qui s'appelle Kirsch, qui était sur un média concurrent avant, qui s'appelle Rap Elite. Donc lui, il vient bosser avec nous sur cette mission-là. Moi, en gros, je fais à peu près 10 jours de travail effectif dessus, et Kirsch, il est plutôt sur 3 semaines. Et donc là, c'est quoi? Là, on a parlé de tes revenus. C'est quoi les gros coûts que tu as en tant que média? C'est les gens qui préparent les formats, qui produisent, etc. J'imagine, c'est le plus gros, en fait. Ah oui, les gros coûts, c'est les coûts humains. Ouais. C'est clairement. C'est ce qui nous coûte le plus cher. C'est avoir des talents qui sont bons, qui vont réussir. Parce qu'aujourd'hui, je dis souvent, on est dans l'ère de la pertinence. À un moment où les médias, tu avais l'impression que c'était juste de la news, juste du relais bête et méchant. Ceux qui tirent leur épingle du jeu aujourd'hui, c'est ceux qui arrivent à être pertinents, ceux qui arrivent à même d'une actualité assez banale, à réussir à retirer le meilleur et à réussir à avoir le bon angle. Et ça demande des talents. Et des personnes qui sont... Et moi, toute ma vie, je fais que de rencontrer des gens tout le temps. Okay. Je suis omnibulé par le fait d'avoir les meilleurs chez nous. Et justement, en parlant de talent, il y a eu une espèce de virage qui a été aussi pris par Bouscapé. Hein. Tu as parlé du premier virage de 2017. Ouais. Vous avez recruté, vous avez basculé vers le brand content. Et là, depuis quelques années, vous avez vraiment ouvert les sujets que vous évoquez, notamment un angle beaucoup plus sociétal. Ouais. On fait une petite dédicace à Jalal Khalioui. Bien sûr. Et c'est une volonté délibérée d'élargir, de se décantonner du rap et tout ça. Je pense que c'est avec l'âge aussi. J'ai commencé, j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai 40. Et il y a aussi ce truc de me dire, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, avec la puissance qu'on a sur le média, on a une voix qui porte et il faut qu'on puisse se positionner et parler de sujets aussi qui nous touchent et qui touchent les communautés. Donc je suis parti chercher Jalal, qui est l'ancien rédac-chef du Bondi Blog, qui est passé chez Click, il a été formé par Anthony, notamment. Chez AJ+, aussi. Il a chez beaucoup appris sur la vidéo, qui est extrêmement talentueux et qui, en gros, je l'ai recruté en tant que rédac-chef chez nous pour nous apporter plus de consistance sur ce domaine-là. Et puis ça a été aussi, pareil, game changer pour nous, parce que, pareil, avec son arrivée, on a attiré des profils qu'on n'attirait pas avant. Ah ouais. Oui, c'est une question de talent. Et après, ces talents-là, maintenant, avec l'IA, ils peuvent booster leur capacité de travail en termes de montage, de veille peut-être, pour savoir quelles sont les tendances. Là, on a 2 écoles. On a ceux qui utilisent l'IA, qui voient l'IA comme un truc, ça va me remplacer. Et tu as ceux qui se disent, comment j'arrive à l'utiliser pour me faciliter un peu. Oui. Donc oui, on l'utilise en vrai, mais surtout pas pour écrire des articles, mais plutôt pour nous faciliter et nous aider en fait à nous alléger sur des tâches en fait qui peuvent être remplacées. Comment tu vois toi l'IA dans le futur sur ton domaine? Est-ce que tu penses que sur quoi elle aura un impact, tu penses, le plus? Qu'est-ce que tu vois venir? Moi, dans mon domaine, comme moi, l'IA, ce que j'en vois, c'est facilitatrice sur certains trucs. Par exemple, je l'utilise uniquement pour mes mails, en vrai. Et en vrai, tu vois, je vais pas plus loin que ça. Mais je pense que l'utiliser... ça arrivera jamais chez nous, de l'utiliser pour taper des articles ou quoi que ce soit, ça c'est sûr et certain. Moi, je pense que c'est plus un support, en fait, qui t'aide à aller plus vite sur certains trucs.
Tu vois Quand pas tu ça dois dans faire la des vidéo. mails. Dans la vidéo, tu vois pas qu'elle va accélérer les choses dans les illustrations, dans le. Avant, tu devais faire des affiches. Si tu verras des illustrateurs et tout. Bah, je pense qu'on va rentrer dans une ère justement où ceux qui savent vraiment faire vont se démarquer de ceux qui utilisent l'IA. Je pense. 30-40% du YouTube aujourd'hui, c'est produit par IA. Ouais, c'est ça. Avec des deepfakes parfois où ils prennent un mec très connu, ils lui font dire c'est des la choses folie. qu'il aurait pu dire d'ailleurs, mais c'est eux qui prennent l'argent. Et souvent, ils font plus de vues, ces mecs-là, que le mec connu lui-même, quoi. Je sais pas si tu connais le truc Brainrot. Je connais De la l'expression. musique. Tu connais la musique? Non. En fait, il y a une musique qui est faite. En fait, c'est un mec qui a repris des personnages d'un jeu vidéo, Brainrot. Et en fait, il en a fait des musiques. Tu sais, c'est des onomatopées et tout. Il en a fait une musique. Mes enfants, tout l'été, ils écoutaient que ça. Mais le truc, ça fait des millions de streams. Ça explose. Hein. Ils écoutent de l'IA, ils savent même pas. Ah ouais. Waouh, ouais, tu sais pas. Ils savent pas. Et l'IA dans la musique, dans le rap, l'IA qui compose ou qui écrit des paroles, tu vois pas ça comme un truc qui va peut-être aider les artistes ou parce que ça fait des rimes très très fortes en fait. Bah, je pense que ça les aide parce qu'en fait, ça marche beaucoup. Aujourd'hui, les morceaux qui explosent le plus, les morceaux des rappeurs qui explosent le plus, c'est les morceaux où il y a de la mélo. Oui. Et en fait, la mélo, elle part de top line. Et je sais qu'aujourd'hui, Les top lines, c'est Les les top mélodies qu'on liners, fredonne. voilà, c'est les mélodies qu'on fredonne. En fait, c'est une mélodie qui est fredonnée par une personne. Et ensuite, l'artiste se cale dessus pour écrire ses paroles. Donc, les plus gros tubes que tu entends, très souvent, la top line, elle n'est pas faite par l'artiste, elle est faite par une autre personne. Ça, je le sais déjà qu'ils utilisent l'IA aujourd'hui. En fait, moi, je vais venir, je suis un top liner. Je vais faire la top line. Et admettons, le morceau, il est destiné à Booba. Donc, pour qu'il puisse se projeter au mieux là-dessus, je vais utiliser une IA qui va transformer ma voix en la voix de Booba. Comme ça, quand il écoute, lui, il peut plus... Ah ouais, c'est vrai. Ça, je sais que ça, c'est fait maintenant aujourd'hui. Déjà, Tu vois, c'est un truc qui... C'est un avantage pour eux et c'est une avancée aussi. Et écoute, moi, non, mais je me demandais ce truc-là, comment tu le vis d'être autant. J'imagine, hein, je sais pas exactement, tu dois être hyper contacté, approché par n'importe quel mec qui veut devenir artiste ou rappeur ou chanteur. Vous devez recevoir toutes les tentatives de morceaux, de beats, de whatever, je sais pas, tu vois. Comment tu vis ça? Tu te dis, c'est du spam, je regarde même pas, ou tu te dis, peut-être qu'il se cache des artistes de ouf, mais je suis mal placé. Tu peux pas. Enfin, si jamais je suis juste. Aujourd'hui, vu qu'on n'est pas que musique, donc oui, on est toujours sollicité, mais en fait, tu peux pas tout voir. Tu peux pas tout voir, tu peux pas tout traiter. On fait une veille constante, tu vois, toutes les équipes, avec chacun des sensibilités aussi différentes, parce que le rap a beaucoup changé aussi. T'as plein de rap différents aujourd'hui. Donc, on essaye d'être au plus près. Là, hier, par exemple, on a sorti un concept chez nous qui s'appelle les 11 à suivre. En fait, c'est une liste qui met en avant les 11 talents qu'il faudra suivre dans l'année à venir. Dans la liste qu'on avait l'année dernière, on avait par exemple Théodora, RN Boy, R2, c'est que des gens qui ont explosé en 2025. Et là, en fait, en gros, on met en avant les gens qui vont exploser en 2026. D'ailleurs, pour la première fois, on a réussi à brander le concept. Donc, nous, on a eu l'idée de base. On est parti voir Adidas. On leur a proposé et ils ont financé le content qui est sorti et qui explose. C'est d'ailleurs devenu un format tellement culte que tu as Mister V, qui est un des plus gros youtubeurs, qui fait des parodies, les 11 rappeurs à ne pas suivre, 1 et 2, qui ont fait aussi des millions de vues. Et qui font plus de vues que nos vidéos. Ça, c'est le coup. Et justement, je pense qu'il fait des faux morceaux, peut-être avec de l'IA ou pas, mais qui sont aussi incroyables. Qui sont incroyables. Et je ne sais pas s'il les sort en stream, par contre. Je crois qu'il y a de la pression pour qu'il en sorte un. Ouais. Et moi, ce que je trouve fascinant, en tout cas, dans l'histoire, c'est que ça a commencé par de la musique et du rap. Le rap lui-même est devenu indispensable dans la culture française aujourd'hui, mainstream. Du coup, c'était un peu la vague que vous deviez surfer pour redevenir vous aussi mainstream en tant que média. C'est quoi pourquoi tu penses que le rap est devenu aussi populaire et mainstream et est sorti de sa petite niche un peu fermée, un peu technique, un peu geek sur ce sujet-là? Pourquoi en France c'est devenu le numéro 1? Parce que ça a marché, tout simplement. En fait, quand le stream est... En fait, pendant très longtemps, le rap, enfin à l'époque où en plus Anthony bossait chez Because, t'avais peu de choses qui fonctionnaient. Les artistes qui vivaient de leur musique, tu pouvais les compter sur les doigts d'une main. C'était un rap beaucoup plus dur, beaucoup plus sombre aussi, avec moins de potentiel mainstream. Avec moins de potentiel mainstream. Et en fait, à partir de... Peu de gens pariaient dessus, en fait. Peu de gens pariaient dessus. Et puis, c'était vu comme une sous-culture, en vrai, tout simplement. Exactement. Et à partir de... Donc, c'était une musique qui était très téléchargée illégalement, etc. Et même, je pense, que tous les téléchargements illégaux qu'il y a eu à l'époque, s'ils avaient été monétisés, légaux, je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui auraient eu des belles carrières aujourd'hui. Et ce qui fait qu'avec l'arrivée du stream en 2015,
et le fait que les artistes ont pu être rémunérés par rapport à ce système-là, enfin, bah, ça a tout changé, en vrai. Le bon exemple, c'est Niska, qui arrive avec son gros freestyle PSG. Donc, il a un buzz de fou. T'as Matuidi qui reprend sa danse et tout. Donc, tout le monde le désigne comme le mec qui va tout niquer. Sauf que on est encore à l'ère du disque physique. Donc, les ventes, elles suivent pas exactement. Mais pourquoi ? Parce que Niska, en fait, il est hybride. Il est déjà dans le temps d'après, finalement. Son public à lui, c'est un public qui est déjà dans le streaming. Mais ça, on ne le sait pas encore, puisque le streaming n'est pas encore assez gros. Et ni comptabilisé. Ni comptabilisé. Mais à partir du moment où le streaming a été comptabilisé, mais il est passé dans une autre dimension. C'est devenu un tout autre artiste. Donc les écoutes étaient déjà là finalement. Les écoutes étaient déjà là. C'est juste que t'avais pas le système qui homologuait tout ça et t'avais pas le système qui les monétisait. Wow, mais à partir du moment où ça monétise, bah ils ont d'autres moyens pour développer leur musique et pour se développer. Moi, ce que je voudrais aussi souligner, on a parlé de 2017, le band content, mais en 2022, vous avez aussi un autre moment de rupture, de game changer, c'est que vous avez pris une telle place auprès de la jeunesse que Macron vous choisit pour son débat dans l'entre-deux tours, ce qui est incroyable. Ouais. Je crois qu'il fait que 2 prises de parole entre les 2 tours, dont une chez vous. Il fait une chez nous. Ça, c'est... comment le truc est arrivé, c'est en fait, j'ai la directrice de campagne de Macron qui m'appelle et qui me dit oui et tout, on aimerait faire une interview sur Bouscapé. Et je me dis, c'est une blague ou c'est sérieux ? Elle fait non, on veut faire un content et tout. C'était entre les 2 tours. J'appelle en gros mes équipes et tout. Je leur dis, ils m'appellent pour une interview de Macron. Vous en dites quoi ? La plupart, ils n'étaient pas trop chauds. Moi, je me dis, c'est un coup. On ne peut pas ne pas le faire. Et surtout que moi, j'avais pour ambition de me dire, vas-y, viens, on le fait. Mais on n'est pas pro-Macron, on le sait. Mais viens, on le confronte en fait à nos problématiques, aux problématiques des jeunes, aux problématiques des quartiers, etc. C'est un putain d'orateur. On se dit pas que quand on va faire Macron, on va réussir à lui tenir tête dans l'interview. Pas du tout. Le but, c'était juste de faire passer les idées. Ouais. Et du coup, l'interview se fait, etc. Et d'ailleurs, je me rappelle, ce que je trouve fort, c'est qu'avant l'interview, tu fais un long disclaimer. Ouais. Ah ouais ? Tu fais un long disclaimer, tu fais un solo. De faire ce disclaimer ? Ouais, je suis obligé. En fait, les gens, ils vont dire si c'est bon, c'est un... Je suis obligé de contextualiser le truc parce qu'on a une période où Macron, il est détesté par tout le monde. Tout le monde le voit comme le diable incarné. Et du coup, donc, nous, on fait cette interview. Je fais le disclaimer au départ et tout. Après, je pense que là, on s'est loupé, c'est sur la com. C'est comme on a introduit, en gros, cette interview. On a fait comme si c'était une interview classique qui se faisait chez nous. Et avec un freestyle à la fin. Partage leur vie sur Spotify. Surtout que nous, on était déjà dans un... En fait, on était déjà en train d'amorcer ce virage sociétal. Jalal, il n'était pas encore arrivé, mais il arrivait presque. Et en gros, quand ça sort, c'est super mal reçu par la communauté. Elle est vendue, vous avez fait Macron. Direct. Alors qu'en plus, vous n'êtes pas particulièrement tendre avec lui dans l'interview. Tu as pris 2 journalistes extérieurs. Et en fait, moi, en tout cas, quand je l'ai fait, je pensais bien faire. En tout cas, c'était avec une bonne intention de se dire, vas-y, on va le confronter à des problématiques. Les gens, ils ont mal reçu. Ils sont pas dit, c'est fou, il a choisi ce média. En fait, le monde d'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que les gens, ils s'arrêtent aux images. Oui. Ça veut dire juste de voir Macron sur Bouscapé. Et nous, en plus, on a un média qui est un peu particulier. C'est que les gens, ils ont un rapport... C'est à nous. Passionnel. C'est à nous. Et donc, quand on parle de quelqu'un, si demain tu mets Macron, c'est que nous, on valide Macron. Et donc, ça veut dire que eux le valident. Vous faites en sorte... Enfin, c'est comme si on les forçait, eux, à le valider. Alors que on n'est pas dans un traitement classique où demain, on peut aller faire une enquête un peu sur tel ou tel phénomène et sans se dire que la communauté va se dire que nous, on valide ce truc-là. Donc, du coup, c'est hyper mal reçu. En termes d'image et tout, c'est désastreux. Donc, tu regrettes à la fin, après ça ? Je regrette, je pense que en fait, on était une équipe, on était une quinzaine, et je pense que j'ai pas assez impliqué les gens dans la décision de est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas. J'ai été omnibulé par le truc de vas-y, on le fait, c'est un coup, et en plus de ça, on va réussir à faire passer nos idées. Et je regrette sur ça, parce que je pense que j'aurais dû plus jouer la carte, entre guillemets, de la démocratie et un peu sonder les gens. Parce qu'au final, quand l'interview, elle sort, t'avais une partie de l'équipe qui était pas forcément d'accord, mais qui devait quand même l'assumer. T'as fait le Macron, t'as pas fait la démocratie, t'as fait la dictature. Mais après, ça fait partie de l'histoire. Oui. Avec un grand H même. Et est-ce que, parce que moi, quand vous l'avez fait,
je me suis dit, c'est génial pour eux parce que ça les légitime dans leur image. Ouais. J'espère que ça va leur ouvrir la voie vers d'autres annonceurs, d'autres marques et plein de brand content. Est-ce que vous avez senti Un un avant et impact après. business après ça? Alors, sur le business, oui, on a senti clairement. Ah ouais. Ok, donc c'est une bonne décision. Bah, ouais, si le président te valide, t'approuve, Ouais, il y Quelle avait un marque truc va quand dire, tu en En fais fait, c'est ça, même pas ouais. qu'il y ait président qui t'approuve, c'est que l'institution dit ok, ce média, il est tellement légitime. important que je dois le mettre dans mon. Mais c'est surtout que c'est lui qui a voulu venir faire l'interview Oui, et bien nous, on sûr. n'a jamais sollicité qui que ce soit. Je pense en 2027, il y aura des sollicitations de candidats. C'est possible, ouais. Ça sera une grande discussion en interne chez toi, ça. Ouais, je pense. Mais je pense qu'il faut pas le faire. Je pense qu'on le fera pas. Parce qu'on cherche pas à être politisé. mais vous, ça vous empêche pas quand même d'avoir choisi de prendre une responsabilité et de traiter des sujets avec un angle qui vous est propre depuis. Parce qu'on 2-3 en ans. a une. En fait, tu peux pas te dire aujourd'hui que tu as un média aussi puissant que le nôtre et de se dire qu'on n'a pas une responsabilité. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité sur ce qu'on diffuse, on a une responsabilité quand il y a des choses en gros qui nous touchent ou touchent en gros nos valeurs, on a une responsabilité là-dedans. Et donc nous, en fait, on y va, on va sur le terrain, on fait ce qu'on a à faire de manière la plus honnête possible. Comment t'as couvert la Cannes? Ça a explosé chez nous. C'est un grand sujet. Ça a Ah, il est explosé. sénégalais, il est sénégalais. mais En plus, je suis sénégalais, je suis champion d'Afrique, donc... Non, mais je sais, mais du coup, c'est ça la question que je pose. T'as Maroc-Sénégal finale, les deux, c'est un public chez toi. Comment tu gères ça? Bah, en fait, nous, on avait une équipe qui était à Rabat, à partir des 8e, et en gros, qui faisait du contenu de là-bas. Et ici, en fait, on avait des équipes qui étaient grave mobilisées. Elles ont été... Enfin, cette CAN, elle était folle. On n'a jamais Nous, vu ça de la l'histoire. vidéo de Sadio Mané qui harangue ses coéquipiers pour revenir sur le On terrain. va se battre comme des hommes. Ouais, sur TikTok, elle a plus de 12 millions de vues. Et sur Insta, plus de 12 millions. En fait, c'est Mané le Chez nous. grand gagnant de cette CAN, en Ouais. vrai. Parce qu'il a sorti le grand homme en lui, quoi. C'est un truc de malade. Là, il rentre dans la légende. Ah oui, oui, oui. Comment vous gérez les droits des images sur ça? Parce que, alors, historiquement, sur les réseaux sociaux, ça avait commencé avec Twitter, ensuite Instagram, TikTok. Dès que tu postes un contenu, un live d'un match de foot ou d'autres, tu te fais striker en général. Ouais. Certains médias passent des accords qui coûtent parfois très cher. Certains médias sont accrédités directement. Comment vous avez fait? Et sachant que aussi un de vos clients récents, c'est la LFP. Ouais. Nous, alors, sur toute la partie photo, on bosse avec une agence qui s'appelle Icon Sport, qu'on paye et qui nous permet de pouvoir poster les photos qu'on a. Donc qu'on a la CAN, postées. tu avais les droits de diffuser de la Ouais, vidéo. on de la avait le CAN. droit de diffuser en fait les photos et les vidéos qu'on voit. Et après, on mentionne à chaque fois. 2 sujets importants aussi qu'on n'a pas couverts. Le premier, c'est les flammes. Ouais. Et ensuite, on parlera de l'autre bascule. La dernière date importante de Bouscapé, c'est quand 17 personnes sont entrées au Capitole. Ouais. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle des flammes. Parce que historiquement, il y a les victoires de la musique qui existent depuis des décennies, dans lesquelles de moins en moins de gens se retrouvaient. Et avec nos amis de Yard, il y a quelques années, Bouscapé, vous avez décidé de créer une cérémonie en parallèle pour justement... c'était quoi l'idée derrière? C'est ça. En fait, on a coproduit une cérémonie qui s'appelle Les Flammes avec Yard. L'idée, c'était de se dire que, comme on disait tout à l'heure, c'est que le rap aujourd'hui, c'est la nouvelle pop culture. C'est la culture aussi dominante et qui a plein de sous-genres aujourd'hui qui n'ont jamais vraiment été représentés dans les cérémonies existantes, type les Victoires de la musique ou Énergie. Donc, au lieu de chouiner et dire chaque année, on n'est pas représenté, on n'est pas dans les bonnes catégories, vas-y, viens, on crée notre truc. Nous, on s'est senti assez puissant, que ce soit Yard ou Bouscapé, pour créer cette cérémonie. Et c'est comme ça que ça a vu le jour. Donc là, on est à la 3e édition. On est en train de bosser sur la 4e, là, actuellement. Et c'est repris par des télévisions ou c'est uniquement Internet? Alors, c'est diffusé. Nous, dès le début, on a pensé multidiffusion. Donc, en gros, on a YouTube, sur le YouTube de Bouscapé. On avait la chaîne de télé W9 qui diffusait en deuxième partie de soirée. Ok. Et aussi, on donnait le flux à des streamers qui, eux, en fait, commentaient à leur manière sur Twitch. Ah, pas mal. Et en plus de ça, en fait, on fait des découpes de tous les moments forts, tapis rouge, de toutes les grosses prestations, et on poste en direct sur TikTok, Insta et compagnie. Et c'est Donc, devenu quand on énorme. parle d'audience, en vrai, on parle de toutes ces audiences-là agrégées. Et c'est devenu énorme. Le tapis rouge des flammes, c'est devenu le premier Oui, c'est... tapis rouge un peu du game, quoi. Ouais. Mais alors moi, j'ai quelque chose, j'ai remarqué un truc, c'est que depuis qu'il y a les flammes, t'as beaucoup plus de cheveux blancs. Est-ce qu'il y a un lien?
C'est les soucis. Ça t'a donné des cheveux blancs, quoi. Non, bah, je sais pas. D'année en année, quand je regarde les photos, je me dis, putain, c'est de pire en pire. Pourquoi? C'est quoi le problème des flammes? Je sais pas, est-ce que ça C'est représente un quoi? souci en plus. Mais ça représente quoi dans l'économie de Bouscapé? Est-ce que c'est un centre de coût? C'est quelque chose qui vous Non, rapporte de aujourd'hui, l'argent on en gagne plus? pas d'argent, on en perd. C'est du Clairement, réellement. depuis le début. Ouais, C'est c'est du réel, réellement. Ouais. Est-ce On que gagne pas tu du as tout. des gens qui sont vénères que tu leur donnes pas le prix? Ah bah oui. Bah c'est ça les cheveux blancs, je crois. Je crois Ah que bah oui. je crois que c'est beaucoup de sources de Ah, soucis. mais là, les sur flammes. les, enfin, depuis le début, c'est le sujet. Non, les flammes, ça, j'imagine aussi que ça doit être. Quand on voit la logistique, quand on voit les gens que ça mobilise, j'imagine que ça va vous occuper aussi une grosse partie d'année. Vous faites et rajouter puis une même- charge de. Ouais, ça beaucoup de charges de travail, surtout quand on arrive sur les deux mois avant. Et ça demande beaucoup de mobilisation, ça demande beaucoup de politique, parce qu'on reste dans un milieu où il faut quand même réussir à manier les égos des uns et des autres. Donc ouais, c'est pas simple. Parce qu'il n'y a pas d'équipe. Hein. C'est pas une structure comme il y a des festivals, par exemple, Pas le Festival encore. de Cannes, où tu as une Ouais. équipe dédiée qui travaille sur ça à l'année. Vous, c'est des équipes en interne Ouais, chez c'est Yard, les et chez équipes de Bouscapé, Yard et les équipes de Bouscapé qui sont dédiées là-dessus. qui prennent en plus de leur mission actuelle. En plus de leur mission actuelle, ouais. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les flammes, ça a vraiment été aussi un game changer, je pense. Mais bizarrement, en termes de business, ça correspond aussi à une année où vous, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus difficile. Ouais. Et vous êtes même passé c'est quoi, En en redressement redressement. judiciaire, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe à ce Ouais, moment-là? carrément. C'est en fait, donc tu as l'année du Covid où, en vrai, nous, c'est la meilleure année pour nous. Ça explose parce qu'en vrai, Tout le monde est full chez- digital, ouais. tout le monde est chez nous. Et en fait, t'as pas trop de moyens de communiquer pour les marques, donc en vrai, c'est une belle année pour nous. Donc l'année d'après, on fait des moves un peu trop ambitieux, où en gros, on investit dans les trucs où on est peut-être allé trop vite. C'est quoi, recruter des gens? Recruter des gens, etc. Donc on a un peu grossi d'un coup. Sauf que l'année d'après, post-Covid, elle était compliquée. Donc on fait pas l'argent qu'on devait faire. Donc on perd. Et après, on arrive en situation de cessation de paiement, je crois, c'est début 2024. En plus, tu as les flammes qui se font en même temps, tu as ça en même temps. C'était technique un peu. Ah, c'est là les cheveux blancs, ouais. C'est là les cheveux blancs. Entre autres, la grosse partie. Et du coup, à ce moment-là, en vrai, on se met un peu en quête de se dire, bon, il faut trouver des repreneurs, parce qu'en fait, c'est redressement judiciaire par voie de cession. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y a une personne, enfin, il y a des gens qui vont venir reprendre le média et en fait, peu importe qui reprend le truc. Et moi, en vrai, j'étais très proche de Paul Lay. Tu vois, on se parlait déjà depuis quelques années et tout. En fait, on a accroché direct. En fait, Vous on venez s'est d'Evry connus. tous les deux. On vient d'Evry tous les deux. On s'est jamais croisés, en vrai. Et comment on s'est connus, c'est on a fait tous les deux le podcast Génération de Yourself. On passe le bonjour à Mathieu. Voilà. Ok. Et en gros, Mathieu, il parlait grave de moi à Paul et il parlait grave de Paul à moi. En mode, dingue. mais comment ça se fait, tu connais Il a pas fait le lien. Paul Lay On passe c'est le bonjour à un Mathieu génie Stéphanie. de la foodtech, nanani, nanana. Il me parlait tout le temps de lui. Et il me Et dit, tu ouais, connais vous, toi aussi, Anthony, bien. Ouais, ouais. il me dit, ouais, vous venez tous les deux d'Evry et tout, patati, patata. Et du coup, on se connecte, je crois, via LinkedIn et tout. Et après, ouais, LinkedIn. Ouais, je crois, on se parle. Putain, c'est On s'échange corporate. nos numéros. De ouf. On s'échange nos numéros et on se donne rendez-vous dans un centre commercial qui s'appelle l'Agora. C'est un truc Waouh, dans, Agora notre, 2. voilà, ouais. dans notre secteur. Et je Bras crois de qu'on est fer, parti ouais. à Brioche Dorée. Oh my god. À Brioche Dorée, notre premier date, c'était là-bas. Et du coup, bref, en fait, Moi, je pensais que c'était Shangri-La ou, tu vois, Plaza Athénée. et avant, en fait, tout ça, c'était bien avant la RJ. En fait, avec Paul, on avait grave connecté. Il me donnait plein de conseils il était plus avancé que moi sur la partie business. Il me donnait pas mal de conseils, etc. Et du coup, quand il y a eu la RJ, naturellement, je me suis tourné vers Paul, RJ, redressement judiciaire. redressement judiciaire. Et Paul, il me dit, je lui explique le truc, il me pose plein de questions, je dis ça. Il me fait ok. Il me fait attends. Il me dit, laisse-moi 2 semaines. Et il part. Parce que qu'est-ce que ça implique le RJ? Si vous trouvez En personne à fait, la fin? si on trouve personne, la boîte, elle n'existe plus. D'accord. Et par contre, les conditions Sinon, de reprise, elle peut être reprise par une personne qui vient, qui a les capacités de reprendre. sachant que vous êtes à l'époque 3 actionnaires, toi, Ouais. Fif, Alexis, Ouais, c'est ça. personne d'autre dedans? Non, personne. Enfin, Flo, qui est venu après. Ok. En gros, quand tu as plus de. Pour ceux qui nous écoutent, quand tu as plus de coûts que de chiffre d'affaires. Voilà, quand tu as plus de T'arrives dettes que plus de à chiffre payer d'affaires, tu n'arrives plus à payer, tu arrives gens. en cessation de paiement et en tant que gérant, tu dois déclarer la situation, sinon, en fait... C'est très sérieux, c'est pénal, C'est etc. très sérieux, c'est et donc pénal tu et dois tout. montrer que tu as fait le max pour sauver Voilà. le truc. Et donc, à un moment donné, l'État donne la possibilité à des repreneurs de venir acheter Exactement. ça. Et donc, quand j'en parle à Paul, lui, il en parle à son réseau.
Moi, je connaissais Wallet de Darwin. Je les mets en connexion. Franck Hanès de Sopress aussi. Ils se voient tous les trois. Vous connaissez Paul, ça va très vite avec lui. Et 2 semaines plus tard, il m'appelle, il me dit « Ouais, c'est bon, ça va le faire, etc. » Et donc, c'est comme ça qu'il a réussi à agréger ce pôle de 17 investisseurs qui sont venus et qui ont repris le média. Ce qui est très rare parce que normalement, dans les médias, c'est souvent un autre média qui rachète. Ouais. Ou un milliardaire seul. Ouais. Nous, en vrai, la chance, c'est déjà que Paul, on se connaissait déjà bien. On partageait tous les mêmes valeurs. C'est un ami, c'est même un frère. Et surtout, il comprend... C'est des gens qui sont... On comprend l'ADN. Déjà, on a le même âge, ils sont de ma génération. Donc, ils comprennent l'ADN, ils comprennent là où on veut aller. Et c'est de la bienveillance pure. Ils ne sont pas arrivés en mode hey, on investit, on va te fouetter tous les jours. Tu changes de ligne, etc. Ouais, et surtout sur l'édito, lui, dès le départ, il m'a dit hey, l'édito, vous gérez. T'inquiète, moi, je m'occupe du reste, tout ce qui est financier. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, justement? On avait fait un épisode aussi il n'y a pas longtemps sur le private equity, où ça parlait de justement certaines boîtes, le private equity ou les repreneurs. C'est aussi, au-delà de l'apport de capitaux, c'est de l'apport d'expérience, de réseau, des gens qui t'épaulent et qui t'aident à faire... qui t'aident à faire grandir ton business. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Déjà, moi, plus de sérénité, en vrai. Parce que je suis avec des gens, en vrai, qui sont beaucoup plus avancés que moi sur la partie business pure. Qui ont déjà tous réussi en vrai dans leur domaine. Même s'ils ne maîtrisent pas le domaine pur des médias, en vrai, ils me font confiance. Donc là-dessus, ça m'apporte pas mal de sérénité. Ouais, je me sens grave entouré. Sur le réseau aussi, pareil, tu vois. Tu as des gens, en fait, qui ont des réseaux qui sont en adéquation avec ce qu'on fait. Donc c'est beaucoup plus simple. Et non, franchement, c'est cool. Et peut-être pour ceux qui nous écoutent, la grosse majorité des médias, en fait, ne sont pas indépendants ou possédés par leurs fondateurs, etc. Ils sont souvent... dans des groupes. On connaît les milliardaires qui possèdent tous les médias français. Il n'y a quasiment aucun média. Il y a peut-être Mediapart parce qu'il est basé sur les souscriptions. Et encore, je pense qu'il y a eu des investisseurs chez Mediapart. Et vous, c'est quelque part un peu rester indépendant aussi. Parce que même si c'est des 17 investisseurs, ça reste des gens ça, c'est de l'indépendance. c'est pas comme si c'est un autre groupe qui a acheté et qui va imposer une ligne, etc. T'as une personne des médias dedans qui est Franck Hanès. Et en vrai... depuis, le fantasme un peu de... Tu as toujours ce fantasme de dire, quand il y a des investisseurs, ah putain, ça y est, t'es mort, ils vont te dire, ils vont rentrer dans ton truc, ils vont rentrer dans ta tambouille. Franchement, je peux... Tu vas perdre ton âme. J'ai pas connu ça, en vrai. Oui, tu vois, quand tu regardes Bouscapé avant, après... C'est le cas de tous les médias, les pure players. Donc les pure players, c'est les médias qui sont uniquement sur Internet, qui sont tous vachement souffert après le Covid parce que leur revenu, ça venait de la pub. Ouais. Ils sont tous fait racheter par des groupes qui désossent les équipes, qui les mettent. Moi, j'aimerais bien... Est-ce qu'on peut faire venir Paul Lé qui nous raconte pourquoi il a choisi Bouscapé? Qu'est-ce qui l'a intéressé? Bouscapé, ça boxe avec des combini, des brutes. Tu vois la taille que ça a, ces boîtes-là. Bouscapé, aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, en termes de taille d'entreprise, c'est peut-être 10 fois à 100 fois plus petit. Tu vois. Alors que ça fait, en termes d'audience. En termes d'audience, on est dans cette catégorie-là. Non, mais en vrai, tu as une marque Bouscapé qui est iconique, il faut en prendre soin. Ça, ça a été notre contrat à tous. Il faut vraiment la rendre encore plus belle. Et en fait, on a plein de projets, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Ahmad est là pour gérer toutes nos idées et dire quelle idée est la plus pertinente. Et il y a quelque chose qu'on a dit au tout début, tous, quand on est arrivé chez Bouscapé, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne gagnera pas beaucoup d'argent. Voilà. Chaque euro qu'on aura gagné va être réinvesti dans le média. Voilà, pour la culture. Ça, c'est quelque chose qui est important à dire et c'est bien de l'avoir au micro. C'est la première fois qu'on le dit en public. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour faire un truc capitalistique. On est là pour faire une aventure humaine avec Ahmad, kiffer notre média de notre jeunesse et faire en sorte que nos propres enfants, nos propres neveux et nièces puissent kiffer aussi ce média-là. Et c'est une legacy. C'est une legacy. Nous, on est en train de mettre les bases pour que Bouscapé vive bien et dure très longtemps et justement ne tombe pas dans les mains de n'importe qui. Voilà. Ouais, et puis c'est surtout qu'il y a personne qui rentre dans la cuisine, tu vois. Ouais. Donc ça, ce truc-là, c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, je continue à décider de la vision en fait du média. Et en fait, ils viennent en appui et ils nous aident là-dessus. Et ça, c'est cool. Moi, j'ai une question. Je t'ai connu très en retrait. Et ces derniers temps, tu as dû step up. Comment ça s'est fait, cette bascule d'être le mec qui était en retrait? Parce que pendant longtemps, Bouscapé, la tête de gondole, ça a été Fif, ton associé, qui incarnait, qui avait les émissions.
Et ensuite, aujourd'hui, maintenant, c'est toi qui es le boss, c'est toi qui viens dans des podcasts de business. Comment ça s'est fait, cette bascule, pour toi? Moi, au départ, j'avais pas forcément d'envie particulière de montrer ma tête, d'animer ou quoi que ce soit. Ça s'est fait un peu de manière assez naturelle. C'est que vu qu'en 2017, on a fait une très bonne année, après, sous conseil de Flo, il me disait, ah là, maintenant, il faut qu'on communique. Il faut que les gens ils sachent ce qu'on a fait, etc. Et la meilleure personne pour communiquer, c'est toi, parce que j'avais quand même l'idée, le projet du, entre guillemets, Nouveau Bouscapé à cette époque-là, où quand on a les Colombiens, les Sarah, les Thomas et tout qui nous ont rejoints. Et du coup, c'est pour ça qu'on a monté l'émission L'œil de la rédac, où c'est là où les gens m'ont vu en vrai pour la première fois. Et ça, c'est un format une fois par mois, tu fais un format, récap de... C'est un format une fois par mois où je fais un récap de tout ce qui s'est fait sur le média, où je fais aussi intervenir les équipes et tout, parce que je pense que c'est important de montrer que finalement, un média ne se fait pas tout seul. Et ce qui est intéressant, c'est que tu donnes beaucoup de chiffres. Tu dis, ben là, on a fait du brand content, on a fait ça, on a fait une vidéo qui a fait tant de vues, et c'est très B2B. Très chiffré, hein. Non, mais c'est intéressant. Et puis même, c'était novateur quand on arrivait, quand on balançait tous les chiffres comme ça. On parlait même de notre positionnement par rapport aux autres médias. Intel, ils ont fait plus de vues que nous sur le mois, etc. Même quand on était deuxième ou troisième, même Click, tu vois, on en parlait. Et je trouvais ça cool. Et en vrai, ça a grave humanisé le média. Ça a grave humanisé les gens. Et moi, ça m'a servi aussi en termes de personal branding, qui fait que quand tu croises les gens aujourd'hui, ils te connaissent déjà un peu. Et en vrai, tu pars avec un avantage. Cool. Très cool. Bon, on a couvert pas mal de choses. C'était cool. Ça passe. Ouais. Merci beaucoup, Ahmad. Merci, Paul, d'être passé en guest. C'est ça. En tout cas. Vérifier. Très belle histoire, en tout cas. Et je pense que beaucoup de gens ne la connaissent pas. Donc, ce pod a raconté un peu les dessous business. Comme c'est une chaîne business, les gens kiffent ce côté-là. Et puis, on est ravis de suivre, hâte de voir la suite. En tout cas, merci. T'es bienvenu quand tu veux dans le pod, Ahmad. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation.